Jamel Ouazani, Comment s'aimer en 2024. Tiens, avant de parler de votre livre, de votre essai, on va regarder un extrait de votre podcast qui s'appelle Jeans, donc, Esprit ou sexe, sexualité. C'est Emel Mathlouthi, en fait, la grande chanteuse, interprète, qui parle justement des questions d'identité, des assignations. On l'écoute et on en parle juste après. C'est surtout cette façon qu'a l'Occident de nous mettre dans des cases et de mettre des définitions sur nous, comme si notre voix ne suffisait pas et notre volonté n'était pas intéressante. Enfin, moi, en tout cas, étant née en Tunisie, je trouve il y a plusieurs manières de me définir. Et je trouve que l'Occident, en fait, il masque tout ça et nous empêche la liberté de nous définir, contrairement aux artistes occidentaux. Je pense que ma démarche, c'est d'être obstinée, surtout en tant que femme. Je dois être fière, en fait, de pouvoir être révolutionnaire, parce que tout le monde ne l'est pas. Très peu de gens le sont. Le monde a besoin de ça, le monde arabe a besoin de ça. Ce qu'il faut que je fasse, c'est pas que je m'échappe de mon identité, de mon histoire. Au contraire, je dois continuer à m'affirmer en tant que pionnière de la musique, à multiples influences, d'être l'héritière de Pink Floyd autant que l'héritière de Kulthum, et de créer des ponts du coup avec les auditeurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Des mots qui résonnent avec votre travail et votre livre, Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane. Elle dit « je suis révolutionnaire », il y a ce mot « révolutionner l'amour » aussi. Quel a été le déclic pour vous? Pourquoi vous avez dit « il faut que je prenne la plume pour faire cet essai et aborder cette réflexion » ? Pour moi, l'amour, c'est la matière première de la révolution. C'est par où tout commence. Moi, je pense que j'ai eu vraiment un déclic à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait absolument élever nos voix pour les questions féministes, les questions d'antiracisme et pour l'inclusion de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, dans les communautés, y compris arabes ou musulmanes. Et pour moi, il était essentiel d'avoir une perspective qui était à l'intersection, une perspective qui est décoloniale aussi, de comprendre mieux comment on s'aime, comment on fait l'amour, littéralement, dans les communautés. Et pour ça, je suis donc parti chercher dans les écritures coraniques par moi-même pour voir ce qu'il y avait décrit, ce qu'on m'avait jamais dit, ou plutôt même ce qu'on m'avait déjà dit, qui avait jamais décrit. Donc l'idée pour moi, c'était plus d'apprendre le Coran par cœur, mais de le lire par cœur, c'est-à-dire avec amour, de comprendre comment on pouvait avoir une perspective féministe, comme le dit donc Emel dans l'extrait qu'on vient de voir, mais aussi en s'appuyant sur les travaux de Fatima Mernissi, des sociologues féministes musulmanes comme Asma Lamrabet, comme Amina Wadoud, etc. Et quel est cet héritage alors qui permet, selon vous, de lutter contre les stéréotypes sur les femmes, sur les garçons arabes, comme vous dites, qui seraient toujours virils, qui seraient toujours... En fait, il faut évidemment, pour mettre fin à tout ça, mettre fin à l'idée qu'on a des stéréotypes qui sont orientalistes, extrêmement néocoloniaux, qui sont autour de la beurette, qui est un mot que je prohibe absolument, qui doit être aboli de notre discours ambiant. La notion de garçon arabe aussi, qui n'est pas un homme, qui est un garçon, donc qui est infériorisé à souhait. Et donc l'idée pour moi, c'était de comprendre l'enjeu colonial qu'il y avait autour de ça. On comprend aussi à quel point c'est pris dans une dynamique où nos héritages culturels, ils ont beaucoup de richesses autour de l'amour, une érotologie, une poésie florissante dans les cultures arabo, perso, amazigho, musulmanes, sur ces questions de l'amour que la colonialité nous a retirées. Et évidemment, je crois que ces tabous religieux qui existent aujourd'hui dans la majorité des pays maghrébins et dans le monde arabe de Ispahan à Rabat, avant, c'était célébrer cet amour-là. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir mettre fin à ces stéréotypes, de mettre fin à l'injonction hyper viriliste des hommes arabes, de mettre fin à la question des représentations des femmes arabes comme étant dociles ou soumises, etc. etc. Voilà. Et vous citez Leïla Slimani, qui dit « Nos sociétés doivent redonner une place à l'amour, en faire une puissance révolutionnaire ». C'est ce que vous disiez. Vous écrivez-vous, dans ce monde où la haine se déchaîne de manière tonitruante, l'amour reste notre âme salvatrice. Juste peut-être un mot, quelles sont les réactions dans votre entourage? Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a la tradition aussi qui parle au nom de la religion. Est-ce que vous avez eu des réactions épidermiques? Et ça fait partie du débat au fond. Pour les personnes qui n'ont pas encore lu mon livre, il y a des réactions épidermiques assez haineuses. Pour les personnes qui ont lu mon livre, on a un peu plus de mal à réagir, puisque là, on se met d'accord sur l'amour. Et je pense que c'est la force et la puissance de l'amour et de la joie, de l'empathie, du principe de soin de nos communautés. C'est de rappeler ce qu'il y a vraiment au fond de nos cultures maghrébines. Ce qu'il y a à rappeler aussi, c'est l'amour qui existe
en tant que notion centrale dans le Coran. Et je crois que c'est à partir de ça que ça peut se dissoudre. Pour moi, la haine, c'est une division du monde. L'amour, c'est une vision du monde. Une vision contre une division. Voilà donc pour révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane avec ce gros titre, Amour Houb en arabe. Tout à fait. C'est écrit sur la page de couverture.